extrêmement nerveux. J'ai fait un script, j'ai fait un long script, sûrement d'ailleurs l'un des plus longs où en fait dans un premier temps je me suis enregistré et j'ai balancé tous mes ressentis, mes recherches, etc. Comme je disais, j'avais énormément de points parce que je voulais parler du lore, de la création du jeu, de la musique, de mon ressenti personnel, de l'histoire, des graphismes. Enfin, il y avait tellement de sujets à aborder et je me suis dit putain, comment je pourrais structurer ça? Et en fait, il y a un truc qui m'est apparu comme une évidence. Vu que le jeu parle du deuil, c'est tout simplement les 7 étapes du deuil. Il y a le choc, le déni, la colère, la tristesse ou la dépression, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. On va parler de nos clairs-obscurs, Expédition 33, et j'espère sincèrement que je vais pas dire Expédition 2033 parce que je pense tout le temps à Métro 2033 et je bug. C'est un voyage à travers le deuil. Donc le premier, ça sera le choc et ça sera notre introduction. En vérité, j'ai jamais eu autant de trac avant d'écrire sur un jeu vidéo. J'ai déjà parlé de jeux qui m'ont marqué. On a fait des vidéos sur Worms que vous avez dans le décor. Je parle de One Piece, pareil, que vous avez dans le décor. Je parle de BioShock. C'est des jeux qui, voilà, qui m'ont marqué. C'est des jeux où j'ai investi des mois, voire des années de ma vie. Et là, ouais, il y a un truc de différent. Je dis pas qu'il est au-dessus de tout ce que j'ai fait. Je dis juste que voilà, il fait partie de vraiment des exceptions. Et j'ai fini Clair Obscur, Expédition 3 et je me sens vide. Quand j'ai commencé à écrire, il était 1h du matin et j'ai couché mes émotions sur le papier à chaud. Parce que le jeu en fait il m'a littéralement mis une claque et d'autant plus que les étoiles elles semblent alignées parce qu'au moment où en fait je vis cette expérience j'ai un de mes amis qui vient de perdre sa maman et en fait j'ai pas pu m'empêcher de penser à lui en parlant du deuil et je vous dis ça va vraiment être un grand monologue et après la magie du montage fera son travail mais voilà j'ai envie d'être le plus brut possible et avant d'aller plus loin je tiens à dire aux gens si vous avez pas joué à Expédition 33 quittez la vidéo, mettez pause, allez le faire et revenez plus tard quoi. Allez vivre l'aventure vous-même mais vous en ressortirez bouleversé. Pour ceux qui restent, bah attendez-vous à du spoil car je vais explorer en profondeur l'histoire et les thèmes du jeu ainsi que voilà tout ce qui a été fait autour. Je vais essayer d'être aussi structuré que possible même si je sais que ça va déjà partir dans tous les sens tant ce jeu me passionne. Pour donner un fil conducteur à ce torrent, donc comme je le disais, je vais l'organiser à choisir dans les 7 détails du deuil car oui, c'est le thème principal à aborder par le jeu et croyez-moi, Clair Obscur vous fait passer par toutes sortes d'étapes. Donc le choc, une claque, voilà ce qu'on prend après quand on lance le jeu. On se dit non, c'est pas possible, comment un jeu à 45 € développé par des Français en plus. En fait, quand je dis en plus, c'est pas genre que les Français sont nuls à chier dans la création de jeux vidéo. Je dis juste qu'il y a ce petit truc de fierté où en fait tu dis pas mal, non? C'est français. Malgré un budget modeste, certes, ils ont sous-traité certaines parties et ils ont eu entre guillemets des subventions. Ils ont pondu un véritable banger. Dès sa sortie, ça a été un raz-de-marée. Tout le monde l'a appelé le GOTY avant même la fin de l'année tellement la qualité elle sautait aux yeux. La dernière fois que j'avais vu autant d'engouement autour d'un jeu, c'était pour Elden Ring. Sauf que là, ce jeu il écrase la concurrence. Il pisse sur les AAA. Soyons clairs, même le youtubeur Chechounet, qui est d'habitude crache constamment sur les jeux, a rarement sucé quelque chose comme ça. C'est vous dire le niveau du jeu. Alors oui, il est pas parfait, il a quelques défauts techniques mineurs par-ci par-là, on s'en bat les couilles en fait. Que ce soit la musique, les graphismes, la direction artistique, les doublages, le jeu d'acteur, tout sonne juste. Et émotionnellement, ça m'a fait ressentir des choses que les grosses productions actuelles, type Assassin's Creed, n'atteignent même pas. Alors qu'ils ont beaucoup plus de budget et beaucoup plus de moyens. Et j'étais tellement embarqué que j'avais même pas fini le jeu, que j'avais déjà commencé à écrire ces lignes au moment où en fait j'arrive au niveau de la sirène. Ça m'a happé comme une sorte de musique intemporelle, comme un premier amour qu'on n'oublie jamais. D'ailleurs, la musique de la sirène me fait penser à Caresse sur l'océan des choristes. Vraiment cette histoire de premier amour me fait penser à Dernière danse de Kyo qui est une musique qui a quelque chose, vous savez, qui a vraiment une âme, qui va beaucoup plus loin. Et ça vous lâche pas, et en fait Clair Obscur c'est cette même résonance émotionnelle. Ce qui se dégage vraiment avant toute cette expérience, c'est la passion. On sent chaque instant. Le jeu il transpire la passion de ses créateurs, on sent que c'est des femmes et des hommes qui ont mis leur trip dedans, et putain qu'est-ce que ça fait du bien. Le jeu il pue l'authenticité. Les développeurs ils ont une opportunité unique, et comme dans la chanson d'Eminem Lose Yourself, ils l'ont saisi. T'avais une chance, une opportunité et faut la saisir. Et ils y sont allés en mode nique sa mère, tout rien, et ils ont tout donné. C'était leur Final Fantasy. Petite parenthèse, alors c'est une anecdote qu'on m'a racontée quand j'étais petit et la légende dit, je sais pas si elle est vraie, j'ai pas envie de vérifier parce que pour moi ça a quelque chose de, ça a une saveur, mais la légende dit que la série Final Fantasy s'appelle ainsi parce que le studio qui a fait le premier volet, il était au bord de la faillite et ils pensaient que c'était leur dernier jeu, leur Final Fantasy, leur dernière fantasy. Et en fait, ils ont tout mis ce qu'ils avaient dans ce dernier
dernier projet. Et comme ils ont tout mis, ils ont mis leur âme dedans, en fait, le succès, il a été tel qu'aujourd'hui, c'est une licence qui est mondialement connue. C'est une belle histoire, non? Comme je disais, j'ai pas envie d'aller vérifier si l'histoire est vraie ou non, parce que je trouve que ça colle tellement bien à Clair Obscur. Et pour citer les mots de l'ami en question, c'est Expédition 33 fait un beau pied de nez à Final Fantasy. Là où Square Enix peine parfois à se renouveler, ce petit studio français a ravivé l'étincelle du JRPG narratif, avec une audace et une sincérité qui est incroyable. L'introduction est déjà longue, vous l'aurez compris, je vais dégueuler ma passion et mon ressenti. Tout le long du jeu, accrochez-vous et on part pour ce voyage émotionnel, quoi. Et on va passer à la deuxième partie, le déni, la création du jeu. Quand j'ai entendu parler de Clair Obscur pour la première fois, j'avoue que j'étais sceptique parce qu'en fait, il y avait un tel engouement médiatique des gens en général que par instinct de protection, j'ai tellement en fait eu des attentes quand on m'annonçait des jeux que t'es là. Tu dis ça va être un banger et en fait tu mets la barre tellement haute qu'à chaque fois t'es souvent déçu. Et en fait je me suis mis dans une sorte de déni. Ouais, ça peut pas être aussi bien qu'on le dit. Et j'ai évité trop de hype et j'ai pris le train pas en marche mais avec du retard. Et heureusement que j'ai pas été spoil. En fait je voulais pas croire qu'un petit studio inconnu pouvait sortir le RPG de l'année. Et en fait je crois que je me suis rarement autant trompé. Derrière cette œuvre se cache une histoire de développement digne d'un conte de rêveur. Le studio s'appelle Sandfall Interactive. C'est une petite équipe fondée en 2020 en France sous l'impulsion de Guillaume Broche, un ancien d'Ubisoft parti pour réaliser son rêve. Il s'est entouré de deux amis et ex-collègues, donc Tom Guillermin qui est un programmeur et François Maurice qui est producteur. Au départ, c'était qu'une poignée de gens animés par une conviction et avec les technologies actuelles, même une petite équipe peut créer un jeu à l'ambition qui est énorme. Après, très vite, il y a d'autres talents qui sont rejoints formant un noyau d'une trentaine de personnes et ce qui est fou, c'est comment ils ont recruté ces talents. En fait, c'est pas que des pointures. D'après ce que je sais, c'est que Guillaume, il a trouvé des perles rares sur Reddit, sur SoundCloud, sur ArtStation, sur internet tout simplement. Par exemple, il a posté une annonce sur Reddit pour un doublage de démo, ce qui lui a permis de recruter plus tard Jennifer, je vais pas prononcer son nom de famille, qui est devenue la lead narratrice du jeu. Et le compositeur, Lorient Testar, sur un forum obscur de jeux indé après avoir écouté une de ses tracks sur SoundCloud, tu vois. Et en fait, c'est que des trucs comme ça, c'est pour ça que je vous dis que ça pue l'authenticité parce que t'as ce truc où c'est en mode juste la vraie vie en fait. Et on est vraiment dans le mode, mec, j'adore ce que tu fais, viens on fait un jeu vidéo ensemble et t'as la personne qui est en face, let's go. Tu vois, c'est ça, c'est juste de la transparence, tu vois. Il y a vraiment ce truc là. Et avec cette équipe de talents venus d'un peu partout, il y en avait certains, ils bossaient depuis leur chambre, quoi. Et Sandfall a monté un projet sur le papier qui semblait fou pour un si petit studio. Bien sûr, ils avaient pas 1,3 million de budget comme un AAA. Ils ont quand même sous-traité certaines animations à des gens en Corée du Sud. Ils ont fait appel à un crowdfunding, à la communauté, à un éditeur, Kepler Interactive, qui a apporté un financement et du soutien logistique qui ont été le bienvenu. Et grâce à ça, Sandfall a pu agrandir un peu l'équipe et s'offrir quelques luxes inhabituels pour un jeu indé, quoi. Malgré ses apports, Expédition 33, ça reste une œuvre. Et je dis bien une œuvre créée par une petite structure. Il n'y a pas genre le mec qui s'occupait que de la musique dans son coin, du coup il avait que sa vision des choses. Non, il avait une vision globale du truc et je pense que c'est aussi pour ça que ça pue autant l'authenticité, avec une polyvalence et une passion rare. Quand Paul a puisé dans ce qu'ils aimaient, ils ont pris les trucs qui les faisaient vibrer gamin. Guillaume, il voulait ressusciter la magie des JRPG de son enfance. On peut en citer plein. Forcément, il y a FF7, Chrono Tiger par exemple. Il y en a tellement qui ont été vraiment trop bien et il sentait que le tour narratif était délaissé dans le genre par les gros studios. Et il a voulu prouver qu'on pouvait le rendre de nouveau excitant. Et le jeu, il puise des inspirations dans plein d'autres trucs. Il y a un clin d'œil à Sekiro pour le système de parade et d'esquive en combat. Il y a une interface léchée à la Persona 5 ou encore la structure du monde qui évoque des RPG plus anciens. Pour moi, il y a vraiment ce truc à la Elden Ring dans l'univers qui est beaucoup trop vaste et à la fois magnifique et sauvage. Tout l'aspect français aussi qui fait du bien de voir ça. Ou la musique qui, pour moi, a vraiment un aspect de Nier. Vraiment une sorte de truc mélancolique mais beau à la fois, enfin, t'es dans une ambiance un peu fin du monde. Et c'est pour ça que Clair Obscur a sa propre identité qui est bien marquée. L'univers de Clair Obscur nous plonge dans un monde un peu dark fantasy dans une époque de 1900, qui est une sorte de steampunk. Imaginez un appareil alternatif début du 20e siècle appelé Lumière, qui est ravagé par un phénomène surnaturel dans lequel chaque année a lieu le gommage. C'est une sorte d'effacement mystique qui fait disparaître tous les habitants qui atteignent un certain âge. Et chaque année, le seuil de l'âge baisse d'1 an. Donc autant dire que le temps qui est là sûrement la ressource la plus précieuse sur cette terre, là elle est beaucoup plus parce que le temps est littéralement compté. Tu sais que tu as tant d'années à vivre.
Et le prologue du jeu, il te met en pleine gueule directement cette fatalité en plein visage. On voit Sophie, l'ancienne copine du héros, Gustave, elle fête ses 33 ans et elle se fait aussitôt désintégrer. Comme toutes les personnes de 33 ans ce jour-là. Dans le monde, personne ne vivra vieux, sauf si on met fin au cycle maudit. Et c'est là qu'entre en scène l'expédition 33. Gustave, il n'a plus qu'un an à vivre, il a 32 ans au compteur et il rejoint une troupe de volontaires déterminés à briser cette malédiction avant de mourir. Leur mission, c'est de traverser une mer jusqu'à un continent mystérieux pour détruire la peintresse, le personnage responsable du gommage. Alors, j'insiste sur le terme peintresse parce que l'art pictural est au centre du lore du jeu. Pour l'instant, retenez que nos héros partent affronter l'inconnu pour redonner un avenir ou l'espoir à l'humanité. Parce que par exemple, si même eux échouent dans leur quête, derrière, leur connaissance pourrait servir aux prochaines expéditions. Artistiquement, le jeu il est somptueux. L'équipe artistique a réussi à marier l'esthétique belle époque, architecture, costume, toute la machinerie des années 1900 avec du fantastique sombre, pleine de créatures étranges et de la magie, vraiment quelque chose de très coloré aussi. Encore une fois, on a vraiment le côté clair-obscur, quoi. On traverse des paysages très variés mais qui sont toujours cohérents. Des rues de lumière, entre guillemets, Paris, ornées d'affiches d'art, des nouvelles contrées sauvages peuplées de monstres en passant par des lieux oniriques comme Sirène. Cette cité fantomatique où tout n'est qu'illusion, il y a une danse envoûtante. L'ambiance visuelle, elle est incroyable. Par exemple, se promener dans un Paris post-apocalyptique avec une tour Eiffel détruite à l'horizon, c'est un symbole fort qui vous met une claque parce que concrètement, même si ça reste qu'une structure de métal, elle représente notre pays et les gens meurent pour ces symboles. Voilà ce que propose Expédition 33. Alors, je connaissais pas le terme parce qu'en recherchant le truc, c'est littéralement du chiaroscuro. C'est l'utilisation forte de contraste entre les parties claires et sombres dans une composition. Et en jeu vidéo, pareil, ils ont fait quelque chose qui crée de jeux d'ombre et de lumière et qui crée de la profondeur et du relief. Et putain, mais que dire de la bande son, c'est... On sent que le compositeur, il s'est fait plaisir et il nous a pondu quelque chose d'humain et il a mis sa putain d'âme dedans. C'est magistral. Chaque moment clé a son identité musicale. Je crois que la playlist, j'étais allé sur le YouTube de Soundfall Interactive. Dans la BO, t'as genre 158 sons, un truc comme ça. T'en as pour plus de 8 heures d'écoute. C'est magistral. Les combats, ils sont rythmés par des thèmes épiques qui vous filent la pêche. Puis sonner une mélodie de piano mélancolique qui vient vous fendre le cœur autour d'une cinématique. Les critiques ont d'ailleurs souligné cette adaptation de la musique, capable de passer de sombre et poignante à survolter pour relancer l'action. Encore une fois, clair et obscur. Un exemple frappant, c'est la chanson de la sirène. La créature et la ville portent le même nom. Lorsqu'on la rencontre, elle entonne un chant doux et hypnotique. La piste est assez courte et tourne en boucle, mais en fait, c'est pas grave. On pourrait l'écouter en boucle pendant des heures et elle est belle et envoûtante. La voix de la chanteuse, Alice Dupont-Percier, elle vous berce et vous inquiète à la fois. Un peu comme les sirènes mythologiques qui charmaient les marins pour mieux les perdre, en fait. Ce passage, il m'a marqué. On se sent léger, presque heureux, alors qu'on sait que c'est un piège mortel tendu par la créature. Pour moi, rarement ce jeu il aura aussi bien illustré ce côté de beauté trompeuse. C'est trop beau pour être vrai et pourtant on a envie d'y croire. La musique elle explique le lore à elle seule. Les mecs de Reddit sont des fous. Je peux aller vérifier là, ça mérite d'en parler. Limite, il y aurait une vidéo juste pour la musique toute seule. Pour moi, il y a une grosse dose de nière. Ils font partie des musiques qui restent des thèmes qui marquent et la musique est intimement liée à la peinture, à l'amour et à l'histoire des personnages. Par exemple, c'est que mon interprétation, mais la phrase Guardéo peinture trouvera sans elle dans le refrain de la musique de lumière. Clair obscur, Guardéo peinture trouvera sans elle. Et dans le départ, vous avez brisera Eiffel, Guardéo curator trouvera lumine pour elle. Sur le moment, le mot Guardéo, il veut rien dire. On pense forcément à gardien, mais je veux dire, tu prends le mot tout seul, Guardéo peinture, et je veux dire, Guardéo peinture trouvera sans elle, t'es là, t'es en mode, qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, tu comprends que la peinture est une sorte de rôle de gardien. Et par exemple, dans le départ, brisera Eiffel, Guardéo curator. Eiffel, je pense forcément qu'on parle de soit de lumière, soit de Gustave, qui trouvera lumine, donc lumière pour elle. Donc le gardien trouvera la lumière pour elle. Une référence sûrement à la fin à ce que dit Renoir. Mais bref,
ça veut peut-être rien dire, ou peut-être que mis dans le contexte de musique, on peut parler de ce sens gardien, et quand tu fais ça avec toutes les histoires, enfin toutes les phrases de la musique, ça peut t'apprendre beaucoup de choses sur l'or, et tu peux même aller plus loin dans certaines théories, mais ça reste que mon interprétation. Vous voyez, même en parlant du développement, je dérive déjà vers des analyses de l'univers et du lore. Tout étant lié, en fait, c'est pas possible de faire point par point, parce que tout le monde a mis la main à la pâte dans plusieurs domaines, parce que c'est comme une petite équipe, tu sens que les tripes ont été mis dedans. Mais pour conclure sur la création du jeu en elle-même, Clair Obscur Expédition 33 est né de la foi d'une petite équipe en un rêve un peu fou. Ils ont bossé comme des acharnés avec les moyens du bord et ont accompli leur rêve d'enfant, créé leur Final Fantasy, leur chef-d'œuvre personnel, et ils l'ont fait en France. Cocorico quoi. Enfin, ce dont je suis fier, parce qu'on a tendance à penser que les jeux brillants viennent toujours d'ailleurs. Le résultat, c'est un jeu qui a explosé toutes les attentes. En l'espace de quelques semaines, après la sortie en avril 2025, Expédition 33, il s'est vendu à plus de 3,3 millions d'exemplaires. Du jamais vu pour un premier jeu de studio indépendant. La critique est unanime, parlant d'acclamation universelle sur Metacritic. On voit des 9 sur 10, des 10 sur 10 fleurir dans la presse spécialisée. Même des grands noms de l'industrie comme Hideo Kojima ou Neil Druckmann ont salué la promesse stupéfait qu'une petite équipe ait pu éviter les écueils dans lesquels tombent tant de AAA. Et tenez-vous bien, l'affaire a pris une telle ampleur que notre président a tweeté ses félicitations, parlant d'exemples éclatants de la créativité française. C'est incroyable, non? Et moi, au départ, qui n'osais pas y croire, je suis obligé d'admettre la réalité. Ces gars-là ont mis une droite monumentale à l'industrie du jeu vidéo et rappelé qu'avec du talent et du cœur, tout est possible. La troisième étape de l'épreuve du deuil, la colère. Après mon émerveillement et mon incrédulité des débuts, j'ai ressenti autre chose en jouant. Du seum, mais de la vraie colère. Pas une colère contre le jeu, non, mais contre l'industrie du jeu vidéo en général. Comment putain des petits comme Sandfall ont réussi à faire aussi bien avec beaucoup moins de moyens et de monde, là où t'as des gros studios qui brassent des millions, nous déçoivent régulièrement. Et franchement, ça me casse les couilles. Je repense à tous ces jeux AAA sortis bruts de décroffrage, pas finis, patchés à la va-vite. Cyberpunk, j'avais posé une semaine de congé. Résultat, Cyberpunk 2077. Injouable. La putain de première semaine, j'ai pas pu jouer. La putain de première cinématique, t'as un personnage en T-pose. C'est ma première vision du jeu. Impossible à streamer correctement tellement c'était éclaté. On vit une époque où tu achètes 70 € un jeu pas fini et tu télécharges des patchs de 50 gigas Day One. Ça fout le démon. À côté, ça, t'as Expédition 33, 45 €. Pas de foutage de gueule. C'est un jeu qui est poli, il est stable, il est peaufiné, il est complet à sa sortie. Un vrai jeu à l'ancienne, dans le bon sens du terme, mais avec une ambition résolument moderne. Comment ne pas être en colère en réalisant à quel point l'industrie nous habitue à la médiocrité, à cocher des putains de cases pour satisfaire les exigences des joueurs et des investisseurs à la place de créer et de se faire plaisir, alors qu'une équipe est capable de sortir une pépite pareil. Ma colère, elle vient aussi d'une inquiétude. J'ai peur pour l'avenir. Expédition 33, c'est un succès qui est retentissant. Et d'expérience, le succès peut parfois gâcher la magie. Est-ce que Sandfall, en grossissant, ne risque pas de perdre son identité et sa flamme? C'est triste à dire, mais on a déjà vu ça ailleurs. Mais là, tout de suite, mes pensées, elles se dirigent vers, par exemple, la chaîne YouTube française Villebrequin, qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais c'est une chaîne auto que j'adorais. Au début, c'était vraiment deux potes passionnés qui faisaient leurs vidéos à l'arrache dans un garage, mais avec une sincérité et une passion telle que ça a fonctionné. Et les gens qui s'en branlent des voitures se mettaient à regarder parce que ça puait cette authenticité et cette passion et que tu passais un bon moment. Puis ils ont explosé en popularité, il y a eu le drama, la séparation. Même aujourd'hui, si l'esprit continue à travers Sylvain, ça reste cool, hein, mais c'est plus exactement le même délire. Après, il faut avancer avec le temps. Il s'est professionnalisé, normal, mais du coup, on se sent moins ce côté grain de folie où tu as ce truc un peu plus freestyle, peut-être parce qu'on s'y est habitué aussi. Et j'ai peur que Sandfall, s'il devienne un gros studio, perde cette spontanéité, cette sincérité artisanale qui fait tout le charme d'Expédition 33. Que la pression des investisseurs, l'attrait du profit, la facilité de l'appel du gain qui va tout niquer. Ça les pousse à rentrer dans le rang, à faire des concessions douteuses. Ça serait criminel que cette passion, elle disparaisse au profit de la thune facile. Oui, je m'emporte un peu. C'est la phase de la colère en même temps. Mais c'est révélateur de l'impact que le jeu a eu sur moi. Les mecs de Sandfall étaient tellement passionnés qu'ils ont réussi à faire kiffer des joueurs qui, à la base, n'avaient rien à foutre de ce genre de jeu. Et j'en ai la preuve concrète. J'ai des potes qui, d'habitude, ne touchent pas au RPG tour par tour, ont adoré Expédition 33, comme les gars de Villebrequin qui ont rendu des vidéos de bagnole fun pour du public qui n'était pas forcément branché caisse, parce que leur jeu il dégage une énergie et une passion communicative. C'est ça qui me rend dingue, c'est que cette passion je la voudrais tout le temps dans le jeu vidéo, et je suis en colère contre tout ce qui est dans l'industrie qui briderait cet élan, comme pour vous, bande de connards qui achetez vos mises à jour de FIFA 80 €, vos parodies des premiers Assassin's Creed ou des Call of. Fournissez-moi des Hollow Knight, des Ori, des Nier. J'entends déjà les gens qui vont dire attends, que Sandfall
console annonce l'expédition 34 avec un season pass à 50 balles. C'est ça qui me fait peur, je l'avoue. En même temps, je me dis que cette colère, elle est positive. Elle prouve à quel point le jeu, il m'importe. On se met pas en colère pour quelque chose qui nous laisse indifférents. Clair Obscur m'a rappelé pourquoi j'aime autant le jeu vidéo. Et j'ai zéro tolérance pour les trucs de pigeons sans âme qu'on nous sert trop souvent. En pleine partie, j'ai ressenti cette colère passionnée au point de commencer à écrire mon script avant même de finir le jeu. Je l'ai dit plus haut, j'avais pris des notes en cours de route, tant l'adrénaline émotionnelle était forte. Je m'en souviens, j'étais précisément au niveau de la sirène, pas encore au bout de l'histoire, et je savais déjà que ce jeu allait me laisser une marque indélébile, au point où j'ai envie de m'en faire un tatouage. Et c'est un truc que je vais faire. À ce moment-là de l'aventure, ma colère contre l'industrie est mêlée à une angoisse narrative, pourvu qu'il ne se rate pas sur la fin. Parce que, on le sait, t'as beaucoup de jeux ou de séries qui ratent la conclusion. Ici, la barre était placée déjà tellement haute que j'avais peur d'être déçu. Je ressentais presque la colère préventive liée à l'idée d'une fin bâclée de cette expérience magistrale. Un peu comme l'était Game of Thrones pour beaucoup de monde. Heureusement, il n'en a rien été. La fin de Clair Obscur n'a pas calmé ma colère envers l'industrie, mais elle l'a transformée en autre chose. Et cette autre chose beaucoup plus douce, amère, que j'ai ressenti en coupant le stream à la fin du jeu, une énorme tristesse, un vide mêlé d'admiration. Et on va passer à la quatrième, la tristesse, la dépression, les pertes et la douleur. Au fur et à mesure que j'avançais dans l'histoire, la tristesse commençait à m'envahir. Pas une petite tristesse, non, mais un vrai chagrin. Celui qui vous serre la gorge et qui vous fait monter les larmes sans crier gare. Ce jeu, il m'a fait pleurer. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps en jouant. Et encore, moi, en plein live. Je reviens à ce fameux niveau de la sirène où je vous plante le décor. Nos héros, ils arrivent dans une ville côtière illuminée de mille feux où t'as des danseuses fantomatiques qui évolue dans une atmosphère feutrée. La musique est douce et tout le monde semble heureux et c'est une parenthèse de beauté dans ce monde brutal. Sauf qu'on découvre rapidement que c'est une illusion créée par la sirène, une entité qui joue avec vos sentiments, vos ressentis merveilleux pour mieux vous piéger. Et en tant que joueur, on comprend que malgré ça, on arrive à se laisser envoûter comme les personnages. J'ai été hypnotisé par ce niveau, par son ambiance incroyablement belle et toxique à la fois. Et je sentais déjà au fond de moi un poids, un truc au fond de la gorge, un présage de larmes pour plus tard. Et puis j'ai toujours eu un faible pour les filles à problème. Et effectivement, la suite m'a brisé cœur. Rarement j'ai eu la gorge aussi serrée et aussi souvent pendant une histoire. Et tout de suite, je pense aux larmes et à la déchirure que j'ai eue quand le Mary est parti, ou les passages dans Naruto avec Aku pour parler à la majorité des gens, avec John Café dans la ligne verte, avec une beauté viciée un peu à la Ori. Et à la fin de ce niveau, j'ai juste craqué. J'ai fini Clair Obscur en live devant les gens et j'ai chialé. Et j'ai pleuré comme un gosse, sans honte, tellement j'étais submergé. Ce jeu, il m'a fait ressentir un cocktail d'émotions. C'est trop fort pour rester stoïque en fait. Et j'étais pas le seul dans cet état. Et c'est surtout un message du chat qui m'a achevé. Il a été écrit par un viewer, Michael Taguet, qui est un tatoueur de génie. Depuis FF7, j'ai pas eu un autre jeu qui m'a fait ce que tu ressens en ce moment. C'est comme si tu quittais des potes. J'écoute le taf de Lorien, la voix d'Alice en écrivant ces lignes, et quasiment tout le long du script, j'avais la gorge serrée. On était le lendemain et plus quoi. Et je suis désolé, mais je cite principalement que, alors que les pianistes, les violonistes, les chœurs et j'en passe, ils ont tous fait un travail incroyable. Et en lisant le message de Michael, j'ai éclaté en sanglots parce qu'il avait mis le doigt dessus. Je me sentais vide, comme après l'adieu à des vrais amis. Genre en 60 heures, je me suis attaché à ces personnages fictifs parce qu'ils me semblaient vrais et honnêtes, sincères, plus que des gens de notre monde. Et tu comprends aussi le choix de Maël de ne pas vouloir quitter un monde, même s'il est dystopique, parce que tu t'y sens bien, tu t'y sens à ta place. Tu ne te sens pas comme un étranger. Ce jeu, il m'a fait nouer un attachement aux personnages si puissants que leur dire au revoir, ça m'a fait mal. Pourtant, ce sont que des personnages fictifs, mais les émotions, elles sont bien réelles. Parlons-en des personnages. L'une des plus grandes forces d'Expédition 33, c'est de nous faire aimer son cast de héros, de nous faire ressentir leurs liens d'amitié, et les dialogues sont étonnamment justes et naturels. On alterne entre moments de discussion profonde sur le lore, ils cherchent à comprendre l'origine du gommage, la fracture, etc. Les tenants et les aboutissants de leur monde, en fait. Et des moments de camaraderie banale, des vannes entre prods, des fions qui sont envoyés dans la gueule, et des confidences qui sont légères. Je pense là tout de suite au moment où Verso il joue du piano et tu sais, il passe un moment, tu vois. Il y a pas forcément besoin de grand chose à dire. Ça peut sembler anodin, mais c'est ce réalisme qui rend les personnages tangibles. On a l'impression de voir des vrais amis interagir. Comme je dis souvent, la véritable amitié, elle a pas besoin d'être toujours profonde. Passer du temps ensemble, même à parler de tout et rien, ou des silences, juste être présent, ça suffit pour créer des liens forts. Et le jeu, il illustre ça très bien.
Par exemple, vers le milieu de l'aventure, il y a une scène où les personnages se posent autour du feu et discutent de nourriture. Des souvenirs simples, rien de crucial pour l'intrigue, juste de la vie. Et ce moment, il touche parce que il ancre leur amitié dans le concret. Je me suis surpris à sourire en coin en me disant que mes potes se foutent autant de ma gueule parce que je perds mes clés autant qu'Esquier perd ses pierres. C'est des trucs bêtes comme ça, c'est des détails comme ça qui font que tu connais tes amis, tu sais qu'ils t'aiment et tu sais ce qui les fait rire ou pleurer. Et le jeu, il réussit à glisser ces détails qui rendent l'amitié crédible, tangible, réel. Résultat, on s'attache à ces personnages. Je me suis attaché à Maëlle parce que cette gamine, elle est courageuse. Elle se dit, nique sa mère, j'en ai marre de subir ma vie et en fait, je vais la prendre en main. Alors qu'elle a encore quasiment la moitié de sa vie à vivre, malgré le fait qu'elle ait subi énormément de choses, de comprendre son attachement pour Gustave et qu'elle cache un lourd secret sans savoir, mais ça on l'apprendra plus tard. On s'attache à Lune, à Ciel, que je trouve magnifique, que ça soit dans le design ou dans la mentalité, à Esquier et sa manière de parler qui fait taper des grandes barres, qui a ce côté toujours joyeux, à Monoko qui pour moi m'a clairement fait penser à Rafiki dans le Roi Lion, un sage. Il est un peu mongol, simplé quand il s'agit de certains trucs comme la bagarre, parce que quand on apprend d'où il vient, encore une fois, c'est ça qui le rend humain, qui a du sens. D'où l'aspect clin d'œil avec le meilleur ami de Verso. Quand Gustave il crie dégage de là. Dégage de là! Jeez, tu pas qui m'a parino. Non, c'est juste... C'est le mot de passe. J'ai tellement ri, putain. Gustave, c'est notre avatar dans l'histoire. C'est le trentenaire qui sait qu'il va mourir dans un an et décide de se sacrifier pour une cause qui le dépasse. On commence le jeu avec lui et on voit son ancien amour mourir dès les premières minutes. On s'accroche à sa détermination comme un phare. On veut éclairer ses parts d'ombre dans le monde et relever ses réponses. Encore une fois, clair-obscur. Forcément, on s'y attache. Et là, le choc en plein milieu du jeu. Gustave meurt. Oui, les devs, ils ont osé tuer le personnage principal à mi-parcours. Et on est sur ce fichu continent. L'expédition se fait attaquer par un mystérieux homme aux cheveux blancs qui contrôle des monstres. Et ça part totalement en vrille. Gustave, il se fait transpercer en protégeant Maëlle. Et j'étais surpris. J'ai lâché un. Oh non, les fils de pute, ils ont osé. Gustave, il était au cœur du groupe. C'est celui qui portait un peu tout le monde moralement, même si à un moment il a hésité. Et sa mort, elle crée un vide énorme pour les personnages. Pour moi, c'était une bonne chose car tu perds véritablement quelque chose. Je veux dire, sa mort en elle-même a donné de la profondeur à quelque chose. Je suis l'acteur principal, mais je suis pas invincible parce que je suis l'acteur principal, mais je peux mourir. Et j'ai eu de la peine pour Maëlle en particulier, qui considérait Gustave comme son grand frère de cœur. Putain, mais si c'était mes potes, l'avoir pleuré sur son corps, ça m'a fait penser à ça. D'autant plus que Gustave mourait en vrai héros, en se battant jusqu'au bout pour ses rêves, pour ses convictions, pour ceux qui protègent. Naruto, Luffy, tu sais qu'ils vont pas crever parce que sans eux, il n'y a pas d'histoire. Et ce moment, il est incroyablement humain. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Vous allez perdre plus que ça, mais aussi gagner. Franchement, tout est humain, réel, jusqu'au bout des ongles dans cette histoire. Même si on est dans un univers de fantasy, les émotions ressenties sont on ne peut plus authentiques. Le rapport à la mort, en particulier, est traité de manière frontale et intelligente. Le jeu nous force à y réfléchir. Comment passer à la suite après la mort d'un proche? Comment les aider? Après chaque moment tragique, je me posais 1000 questions. En live, on est parti dans des débats de folie avec la communauté sur ces thèmes. Chacun avait son interprétation sur ce que voulait dire la mort et le deuil ou les théories sur le jeu. Quand les crédits, ils ont commencé à défiler, après l'épilogue, je me suis retrouvé figé, la manette posée, en pleurs silencieux, avec ce sentiment qu'il n'y a plus rien, juste le vide, un immense vide. À la fois, une tristesse comme si je venais de perdre quelque chose que j'aimais à tout jamais, et de l'amour, de la reconnaissance pour ces moments, et c'est peut-être comme ça qu'il faut accueillir la mort. C'est typiquement le sentiment qu'on a quand on perd quelqu'un de cher, cette impression de néant que plus rien n'a de sens. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti en terminant Clair Obscur. Et j'exagère pas. J'ai fini le jeu il y a quelques jours et je suis encore sous l'impact émotionnel. J'ai pas grand chose à dire. J'ai juste ressenti le poids de cette aventure qui s'achève. C'est un mélange de tristesse que ça soit fini, de tristesse pour l'histoire elle-même et le sentiment d'avoir vécu quelque chose de grand. Je me souviens d'avoir lâché en live, je me sens vide et c'est toujours le cas en y repensant. Le jeu m'a volé des larmes comme peu l'ont fait et bizarrement je l'en remercie car cette tristesse est belle. Elle veut dire que le voyage en valait la peine. Vraiment le plus important, c'est ce que dit la quête d'Orelsan, l'important c'était pas la destination, c'est le voyage. Ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et putain que les émotions étaient vraies. On va passer sur la 5e partie, la résignation, le vide, le désespoir. Après les pleurs viennent souvent l'engourdissement et la résignation. Cette étape du deuil où t'es censé baisser les bras face au vide. Et clairement, j'ai ressenti ça. Je vais jouer à quoi maintenant?
rien ne me fera autant kiffer. Et une fois que j'ai terminé, après les larmes, je suis resté hagard, sans savoir quoi faire, le vide comme je disais. Et je regardais le générique défiler en me demandant, et maintenant, plus d'aventure à vivre avec ces personnages, plus de rendez-vous quotidiens dans cet univers. Le livre se referme et c'est terriblement dur à accepter. Sur le coup, on se sent presque bête. J'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose. Non, j'ai pas perdu. J'ai perdu quelque chose d'important et je pouvais rien y faire. Ce vide, les développeurs ont réussi à nous le faire ressentir à travers l'histoire en elle-même. Car la résignation et le désespoir, les personnages le vivent de plein fouet à un moment donné. Après la mort de Gustave et bien d'autres épreuves, l'expédition 33 finit par atteindre son but. Affronter la peintresse, Aline, la mère de Maël, enfin Alicia, et l'éliminer, ou du moins la faire sortir du tableau. On y parvient, du moins il croit qu'en tuant la peintresse, au terme d'un combat épique, on a alors un bref espoir. On a réussi, le cauchemar est fini. Et la barrière magique que la peintresse protégeait tombe. Le monolithe, la sorte de pierre sur lequel était affiché le compte à rebours géant, avec l'âge fatal, il s'efface. Et nos héros, ils reviennent triomphants à la lumière, accueillis en héros. Et on se dit, ça y est, ils ont brisé le cycle de la mort. Et en fait, au moment où pour battre la princesse, j'avais un sentiment amer dans la bouche. Il y avait quelque chose juste dans la musique, dans la fin de la troisième partie qui te faisait toucher du doigt que tu faisais pas le bon choix. Et j'étais prêt à pousser un soupir de soulagement. Mais en fait, c'était trop facile, comme quelque chose de faux. Tu sais, quelque chose ne va pas et tu le ressens. Et l'énorme twist, on découvre peu après que tout n'était qu'un leurre. La véritable menace n'était pas exactement la peintresse. Et ça n'a jamais été elle, en fait. Et le gommage n'a pas été arrêté du tout. En fait, la peintresse, Aline, que l'on vient d'expulser ou de tuer, n'était qu'une protectrice essayant de ralentir le processus. Le vrai instigateur du gommage, c'est un autre personnage clé de l'histoire. Sans la peintresse pour maintenir son sort de protection, le prochain gommage frappe instantanément. Et là, il y a une scène de violence inouïe. L'intégralité de la population de lumière disparaît d'un coup. Des milliers de personnes gommées, envolées comme de la poussière. Et en quelques secondes, la glorieuse capitale n'est plus qu'une ville fantôme silencieuse. Seul Verseau reste sur place, miraculeusement épargné. On comprend pourquoi après, même si on a déjà des gros doutes pour les gens qui sont un peu intéressés au lore, tous sont disparus, effacés, le néant. Et ce moment, il m'a frappé comme un train. C'est une audace folle de la part des créateurs parce que c'est de l'anti-happy ending par excellence. On passe d'une victoire avec un goût amer à la plus cruelle des défaites. On a tout perdu. On se retrouve en tant que joueur dans une totale incompréhension. Tout ça pour ça, on a traversé tant d'épreuves pour finalement perdre tout le monde. On a été manipulé et encore une fois, la vraie vie, tu n'apprends à lire qu'entre les lignes qu'avec le temps. J'étais stoïque par ce qui se passait à l'écran. J'avais vraiment ressenti le désespoir des personnages restants. C'est probablement un des moments de l'histoire où tu te sentais compte en disant si j'avais su, à regretter tes choix, alors que ça reste qu'un jeu. Nos héros, enfin Verseau et Maël d'une certaine façon, j'y viens, n'ont plus rien. Leur monde, littéralement, vient de s'écrouler, ils viennent de le détruire. Que faire à part se résigner devant l'ampleur de la tragédie? À ce stade, le jeu nous révèle toute la vérité, dans un enchaînement de flashbacks et de scènes explicatives absolument géniales. On sort enfin du brouillard du lore. On réalise que depuis le début, même si mes théories n'étaient pas si éclatées que ça, je vous encule le chat, on évolue quand même dans une sorte de mensonge magnifique. Souvenez-vous que je parlais de peintre, de toile, et ben voilà, clair-obscur au sens propre, c'est l'histoire d'un deuil impossible qui a donné naissance à un monde fictif peint. Je m'explique. Dans la réalité réelle du jeu, t'es dans un Paris en 1900. Il y a une famille d'artistes nommée Descendre, une famille de peintres avec une sorte de pouvoir qui leur permet de peindre des toiles et de faire prendre vie à ces toiles. La mère, Aline, est capable de créer des mondes dans ces toiles. Son mari, Renoir, qui est une ref à Auguste Renoir, un peintre français, forcément l'est lui aussi. Ils avaient plusieurs enfants, Verseau, Alicia et Cléa. Et un jour, il y a eu un terrible accident. Un incendie déclenché par Verseau ou les rivaux, les écrivains, une autre faction de sorte de mages à la suite de l'alliance d'Alicia avec eux. Cet incendie tue Verseau et laisse Alicia défigurée, brûlée et aphone. Aline, incapable d'accepter la mort de son fils adoré, se réfugie dans cette réalité alternative. Dans un acte désespéré, elle prend la seule toile, si j'ai bien compris le lore, parce que malgré le fait que sa famille est spécialisée dans la peinture, lui, son kiff, c'était la musique. Et il a peint qu'une seule toile. Elle s'y enfermait dedans avec une copie de Verseau qu'elle a peint de toutes pièces. En gros, elle crée un monde, celui de lumière et tout l'univers du jeu, où son fils existe toujours, ainsi que des copies peintes de sa famille. Une copie de Renoir, celui qu'on combat, une copie d'Alicia, etc. Elle décide de vivre dans ce monde imaginaire avec son fils ressuscité pour ne pas affronter le deuil. Et cette situation peut te tuer et que le temps s'écoule pendant des années dans la peinture et que le temps est beaucoup plus long en vrai. Et c'est surtout d'une
une énorme tristesse. C'est une mère qui aime tellement son enfant qu'elle peut se perdre dans une illusion pour ne pas affronter sa mort. C'est le déni qui est poussé à son paroxysme. Pendant ce temps, Renoir, le vrai dehors, est plus de douleur lui aussi, mais lui il fait un choix différent. Il veut retrouver sa femme et lui faire accepter la réalité coûte que coûte. Problème, Aline est bien trop puissante dans le monde de peinture et Renoir ne peut pas juste entrer dans la toile et raisonner et elle le repousse. Alors il élabore un plan depuis l'extérieur, l'affaiblir progressivement en provoquant des failles et c'est ce fameux gommage qui chaque année efface les habitants d'un certain âge. Et c'est horrible mais c'est tout ce qu'il a trouvé pour tenter de casser ce monde illusoire et forcer Aline à en sortir. Sauf qu'il lève sa femme, il veut pas la tuer non plus. Donc il le fait par étapes pour qu'elle ait le temps de revenir à la raison. Mais Aline elle lâche rien. C'est ça qui est à l'origine de la fracture. C'est en fait leur première rencontre où ils se sont engueulés qui a créé ce monde-là parce que c'est pour ça que Verso au début existait et qu'en fait il a connu la fracture et qu'il est immunisé parce qu'en fait elle ne comptera jamais le tuer. On apprend qu'ils ont vécu des années dans le tableau sans vieillir. Forcément le temps il passe. Continue le gommage encore et encore, d'où l'âge du décès qui baisse progressivement. Il gagne du terrain petit à petit. Imaginez le délire. Le méchant Renoir qu'on pourchassait n'était en fait qu'un père en deuil essayant de libérer sa femme de son propre déni en détruisant petit à petit le monde imaginaire qu'elle a créé pour fuir sa peine. Franchement quand tu captes ça, tu te dis l'écriture, ça soulève plein d'autres questions. Qui sont les écrivains? Pourquoi sont-ils en guerre? Comment est le monde dans lequel ils évoluent? Et t'en passes. Et c'est pas tout. Alicia, la fille mutilée d'Aline et Renoir, entre aussi en jeu. La vraie Alicia est poussée par la grande sœur Cléa, moins sentimentale et focalisée à l'extérieur contre une autre guerre, décide de rentrer dans le tableau pour y mettre fin et faire revenir sa mère dans le monde réel et en même temps aider Renoir. Sauf que rebondissement, quand elle rentre dans le tableau, elle est submergée par le pouvoir d'Aline et elle perd la mémoire, renaissant sous l'identité de Maëlle. Donc oui, vous l'avez compris, Maëlle, c'est l'héroïne du jeu. Et en réalité, Alicia, c'est la fille d'Aline, qui a oublié qu'elle était elle-même, même si avec des trucs du lore, on comprend le lien. Et ça, je l'avais annoncé déjà dès le début, qu'ils étaient liés. C'était soit une réincarnation, soit sa grande sœur, ou quelque chose comme ça. Mais voilà, on était dans le plus subtil. C'est incroyable parce que ça recontextualise tout. Maëlle et Alicia, c'est littéralement une jeune fille qui est en deuil d'elle-même en fait, qui ne sait pas pourquoi elle souffre, mais qui porte en elle la mission d'origine d'aider son père à détruire le tableau. Tout au long du jeu, Maëlle est hantée par des visions d'une fillette masquée et d'un homme blanc qui la blâme pour une catastrophe. En réalité, c'était juste des échos de son passé et c'est très bien écrit et c'est crédible. Bref, après la destruction de lumière, Maëlle meurt et récupère la mémoire d'Alicia. Elle se réveille enfin en tant qu'elle-même dans ce monde en ruine avec sa mère Aline qui est toujours accrochée au tableau. Son père, Renoir, qui vient d'entrer lui aussi, on a tué que la copie en fait. Le vrai, c'est le conservateur qu'on affronte à la fin. Et bien sûr, le faux Verso, qui lui veut carrément détruire sa mère Aline pour abréger son immortalité. Parce que oui, le Verso peint que l'on connaît est conscient qu'il est dans une copie immortelle et qu'il ne veut plus de cette vie factice. Toute la fin du jeu est un déchirement où chaque membre de la famille des cendres est réuni dans un chaos et a un objectif différent. C'est une famille en deuil, brisée par la perte, qui gère son chagrin de façon opposée. La mère qui refuse d'affronter la réalité, le père qui veut détruire le souvenir pour avancer, la fille qui veut protéger ce qu'elle a découvert dans le tableau parce qu'elle y a trouvé du sens et de l'amour, et le fils copie qui veut cesser d'exister parce qu'il comprend qu'il n'aurait jamais dû être là. Vous voyez le délire? Et c'est autant profond que Inception, ce final. J'étais en PLS émotionnellement, littéralement. Et après, on va passer sur la 6e partie, l'acceptation. On en arrive au choix final, celui qui va décider de l'issue, ce qui correspond évidemment à l'étape cruciale du deuil, l'acceptation, ou son refus. Le jeu vous propose 2 fins, elles sont toutes les 2 douloureuses. Aucune n'est parfaite, il faut choisir d'incarner soit Alicia, soit Verso dans une ultime bataille pour le destin du tableau. En gros, est-ce qu'on laisse Alicia dans l'illusion ou est-ce qu'on la détruit? À ce stade, moi le joueur, j'étais incapable de prendre une décision. J'ai dû tirer à pile ou face et après coup, je pense que j'aurais fait le même choix que la pièce. Le choix de vivre, du destin de Verso. Je comprends les motivations de tout le monde et je les respecte. Et c'est ça qui est génial. Je comprenais Renoir, ce père fou de douleur, prêt à tout casser pour mettre fin au cauchemar. Je comprenais Alicia, cette fille qui vient de trouver une famille, des gens qui l'acceptent comme elle est pour ses qualités et ses défauts, qui ne la rejettent pas, et des amis dans ce monde peint qui, même s'ils ne sont pas réels, existent sincèrement et qui ne veut pas tout perdre à nouveau. Je comprenais même Aline, dont l'amour maternel l'a rendue démente. Et je comprenais Verso, le faux, qui voulait juste que tout cela cesse, fatigué d'être un fantôme immortel. Alors quel choix est le bon? Le jeu ne nous mâche pas la réponse, c'est à nous de décider. Et j'ai longuement hésité, manette en main, avant de prendre cette décision. D'un côté, choisir Alicia, donc refuser la disparition du tableau. De l'autre, choisir Verso, détruire le tableau et renvoyer sa fausse petite sœur dans la réalité cruelle, mais qui vaut quand même la peine. Et j'ai vu très clairement la métaphore du deuil. Est-ce qu'on peut vivre dans le passé, dans le déni réconfortant, ou affronter la réalité de la perte
pièces pour essayer de reconstruire. C'était tellement dur parce qu'on a passé des dizaines d'heures à aimer ce monde de lumière, de ses habitants, ou comme Alicia a appris à aimer ses amis de l'expédition. Et l'idée de tout sacrifier, c'est atroce. Mais en même temps, on sait que ce monde est artificiel et qu'il empêcherait la vraie vie de reprendre. Dilemme absolu. Avec ma communauté en live, on a débattu de ouf. Certains disaient, moi je choisirais Maëlle parce qu'elle mériterait d'être heureuse avec ses amis, même si c'est dans un monde illusoire. D'autres disaient non, la vraie vie prime. On ne peut pas rester caché dans un rêve, il faut accepter la réalité. Un de mes viewers, Ozone, a eu cette phrase qui est sortie un peu du lot. Se réfugier dans un monde virtuel pour ne pas vivre la réalité, ce n'est pas une solution. C'est évident, dit comme ça. Mais quand tu es émotionnellement investi dans le virtuel, ce n'est plus si simple. Au final, j'ai fait le choix de la raison. Enfin, surtout de la pièce, j'ai choisi Verso. J'ai choisi d'accepter la réalité et de dire adieu au monde du tableau. Et j'en avais le cœur brisé en appuyant sur ce choix. Je vous cache pas, la fin de Verso est d'une tristesse infinie, mais aussi d'une beauté sereine. Alicia se fait bannir du tableau par Verso. Le faux Verso supprime la dernière trace de la vraie âme de lui-même qui maintenait ce monde et le monde dans lequel on évolue, où on s'est vu sourire, pleurer et grandir, se détruire, effaçant Lumière et tous ses habitants à jamais. On revient alors dans la réalité normale, auprès de la famille des cendres. Aline est réveillée du coma et doit enfin faire face à la mort de son fils. Alicia est présente et serre le doudou de Verso, Esquier. Renoir et Aline se serrent dans les bras et pleurent ensemble leur fils Verso qui est disparu pour de bon. La grande sœur Cléa est là aussi. En gros, la famille se réconcilie dans le deuil. Ils vont pouvoir peut-être avancer, guérir ensemble. Le jeu se termine sur Alicia dans le monde réel qui a une vision de Maëlle, ses amis lui faisant signe d'adieu avant de disparaître. Mon Dieu, cette scène, j'avais la gorge nouée. Alicia, elle comprend que ce sont plus que des souvenirs, mais des souvenirs vivants en elle. Elle doit vivre avec ça. Si vous choisissez l'autre fin, c'est différent. Alicia refuse de partir, elle combat Verso et gagne. Elle décide de rester dans le tableau en permanence et reconstruit Lumière et ressuscite tout le monde. Gustave, Sophie, tous nos amis reviennent comme si de rien n'était. La vie reprend son cours dans ce monde figé au premier abord, la fin est heureuse, tout le monde est vivant et heureux dans le tableau. Mais c'est une fin douce et amère en réalité. On voit Verso, le fou qui survit du coup, donner un concert au piano plus tard, avec Alicia et ses amis dans le public. Et on remarque qu'il y a un signe de déclin. En gros, en restant dans ce monde artificiel trop longtemps, Alicia, elle commence aussi à se consumer. Cette fin suggère que le bonheur est éphémère et illusoire dans ce genre d'univers. Alicia a ce qu'elle veut, elle a ses proches avec elle, mais elle va lentement y laisser sa peau. Littéralement, elle va choisir l'illusion au prix de sa propre vie. C'est terriblement triste aussi, car on sent bien que ce n'est pas viable indéfiniment. On a un goût d'utopie fragilisé, un peu comme si quelqu'un disait « Même si c'est un mensonge, laisse-moi être heureux dedans, quitte à en mourir ». Cette fin m'a fait presque un peu plus mal car elle est pleine de regrets silencieux. On voit le regard d'Alicia, elle a ce qu'elle voulait, mais quelque chose sonne faux, factice, et elle le sait au fond d'elle. Au final, aucune des deux issues ne laisse indemne. Soit on perd le monde de lumière, mais on fait la paix avec réalité, soit on garde lumière, mais on sait que le bonheur est artificiel. Il n'est qu'une illusion, mais malgré ça, il a une véritable tangibilité. C'est une maturité d'écriture assez folle pour ne pas offrir de vrai happy ending. Parce que le deuil, il n'y a pas de solution parfaite. Accepter la réalité après une perte, c'est pas effacer la douleur, c'est vivre avec. Et refuser la réalité, c'est se réfugier dans le souvenir ou l'illusion, c'est condamner une partie de soi à rester bloqué dans le passé. Le temps ne guérit rien, il nous apprend juste à vivre avec la douleur. Le jeu ne cherche pas à vous faire une leçon explicitement, il ne dit pas fin A, bonne fin, fin B, mauvaise fin. C'est plus subtil, il vous raconte une histoire. Point. Pas de morale assénée, pas de jugement, juste des nuances de gris entre le clair et l'obscur. Juste des personnages qui font leur deuil, chacun à leur manière dans un univers certes fictif, mais aux résonances très réelles. Et c'est à vous, joueurs, de réfléchir à ce que vous en tirez. Moi, personnellement, je retiens que de fuir la réalité n'est pas tenable sur le long terme. J'aurais choisi la fin de Verso précisément parce que malgré tout, l'amour que j'ai pour ces personnages et ce monde, je ne pouvais pas cautionner de vivre dans un rêve figé. À un moment, il faut affronter la vraie vie, aussi cruelle qu'elle soit. Seulement, c'est en faisant ça qu'on peut avancer et éventuellement se reconstruire parce qu'il y a du bon en ce monde et il faut se battre pour ça. Cela ne veut pas dire que les émotions vécues dans l'illusion sont fausses et c'est un point très important que je souligne d'une certaine manière. Quand Alicia pleure ses amis disparus, dans la fin Verso, ou quand Verso pleure sa mère, ces larmes sont bien réelles, même si leur source vient d'un monde imaginaire. Pour nos joueurs, c'est pareil, on pleure de vrais sanglots pour des personnages de pixels. Est-ce que ça les rend moins vrais? Non, les émotions, elles sont réelles. Même si l'histoire est fictive, c'est un message que j'adresse à ceux qui ne comprennent pas qu'on puisse être autant affecté dans un jeu vidéo. N'est pas que du virtuel. Les attachements que l'on crée via un média, que cela soit un jeu, un livre ou même des relations en ligne, peuvent être tout aussi sincères et puissants dans la vraie vie. J'insiste là-dessus car ça me tient à cœur. Beaucoup de gens hors de la sphère geek ne pigent pas comment on peut considérer des personnages de fiction comme des amis jamais rencontrés IRL ou
toujours important. Mais moi, je le comprends parfaitement. J'ai même noué des amitiés bien réelles via le virtuel. Des personnes que j'ai rencontrées en ligne par le streaming ou le jeu qui sont devenus des amis intimes au fil des années, sans même qu'on se voit physiquement ou très rarement. Ces liens-là, ils existent, ils comptent. Une anecdote personnelle, l'un de mes viewers, Anda, est devenu un véritable ami au fil du temps. On a partagé des délires en stream pendant des années, on a voyagé ensemble IRL alors qu'on s'était jamais vu. L'histoire avec la lanceur Evo, tout a commencé derrière un pseudo, un avatar sur internet. Et maintenant, c'est du concret. Donc oui, ces choses qu'on vit virtuellement, ces sentiments qu'on développe existent sincèrement. C'est que Clair Obscur illustre bien. C'est que les mondes imaginaires peuvent nous apporter des vraies émotions, nous aider à affronter nos propres démons. Mais qu'au final, il faut faire la paix avec le monde réel pour continuer à avancer. Et je crois que c'est ça l'acceptation dans le jeu comme dans la vraie vie. Ce n'est pas oublier ou effacer la peine, c'est reconnaître ce qui s'est perdu et ce qui a été vécu, que l'on doit continuer d'avancer avec des souvenirs dans le cœur. La fin de Verso du jeu, pour moi, c'est exactement ça. Alicia accepte de laisser partir Maël et les autres, mais elle ne les oubliera jamais. Elle les garde en elle comme une force pour affronter la suite de sa vie. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Et Verso, le vrai défunt, reste présent symboliquement, les lumières allumées dans les paroles de son père. Ce jeu m'a vraiment fait traverser un voyage émotionnel intense et en arriver à cette notion d'acceptation m'a presque apaisé. Après la rage et la peine, j'ai senti peindre en moi une forme de sérénité triste, comme après une catharsis. C'est rare qu'un jeu parvienne à ce niveau de profondeur dans l'impact émotionnel. Et enfin, la 7e étape du deuil, la reconstruction. Se relever avant d'aller de l'avant. La reconstruction, c'est l'étape du deuil final. Celle où, après avoir accepté la perte, on recommence à bâtir quelque chose après ce qu'on a vécu. Clair Obscur Expédition 33 ne s'arrête pas juste à accepter la réalité. Il parle aussi de comment on vit après et pour moi, c'est là que réside toute la beauté de l'expérience. Ce jeu nous laisse ce qu'on en fait une fois la console ou le PC éteint. Dans le jeu, la notion de reconstruction est illustrée de deux manières, selon la fin que vous envisagez. Dans la fin d'Alicia, le refus de la réalité, dans sa reconstruction illusoire, rebâtir lumière, redonner vie à ses amis, tout redevient comme avant en apparence. C'est littéralement une reconstruction physique du monde, mais sur des fondations fragiles. On sait qu'elle-même se consumera. C'est une reconstruction trompe-l'œil. Comme si quelqu'un dans la vraie vie ferait semblant que tout va bien en refoulant sa douleur. Ça peut tenir un moment, mais ce n'est pas périn. Dans la fin de Verso, l'acceptation, la reconstruction est plus subtile, intérieure. La famille des cendres, après avoir tant souffert, peut enfin commencer le deuil ensemble dans la réalité. On ne les voit pas après, mais on imagine qu'ils vont pouvoir progressivement reconstruire une vie. Différent certes, malgré à jamais par la perte de Verso, mais une vie quand même. Ils ont franchi l'étape la plus dure en arrêtant de fuir la réalité. Dans ce choix, il n'y a pas de miracle visé, pas de résurrection magique, juste la promesse que le temps fera son œuvre. Et que ces personnes iront peut-être mieux un jour en famille. C'est bien plus proche de la réalité du deuil. On ne remplace pas ce qui est parti. On apprend à vivre autrement parce que à travers son existence et ce qu'il nous transmet, il vivra en partie à travers nous. Pour nous, joueurs, qu'est-ce que la reconstruction après 33 ? Je vais vous dire, ça consiste à intégrer ce que le jeu nous a fait vivre et le transformer en quelque chose de positif. Ce jeu m'a mis émotionnellement à genoux, mais en même temps, il m'a ressourcé d'une certaine manière. Il m'a rappelé pourquoi j'adore autant les récits, pourquoi j'aime autant partager ces expériences avec vous en stream, pourquoi j'aime être touché, remué, remis en question. Une œuvre comme celle-là, un chef-d'œuvre comme celui-là, une fois la tempête émotionnelle passée, ça vous grandit. On se relève en se disant, putain, merci les gars, j'ai vécu quelque chose de fort et ça va rester en moi. On regarde autour de soi, on repense à nos propres pertes et à nos êtres chers et on pense surtout à ce qu'on a encore. Comme quoi, il faut le chérir et en profiter pendant qu'il est temps. On a peut-être un regard un peu différent, plus apaisé, plus compréhensif. Je repense à mon ami qui a perdu sa maman récemment. Tout au long du jeu, j'ai beaucoup pensé à lui, à ce qu'il traverse. Et comme il est cher à mes yeux, je me dis que c'est peut-être pour ça que le jeu m'a autant touché. Cette idée que oui, on peut vouloir s'évader dans les souvenirs, dans un monde imaginaire pour ne pas affronter la douleur, mais qu'au bout du compte, on doit avancer dans notre propre monde, à nous de faire la paix avec le passé et reconstruire notre vie pas à pas. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai tout compris, que j'ai la bonne analyse, je dis juste que je ressens avec mes tripes. Je dis pas que ce jeu il guérit du deuil, ça serait absurde. Mais il offre une métaphore puissante qui permettrait à des gens de mettre des mots ou des images sur ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est précieux. Si cette vidéo peut transmettre ne serait-ce qu'une part de l'émotion brute que le jeu m'a fait ressentir et que ça parle à d'autres personnes traversant des moments difficiles, alors j'aurais accompli quelque chose. Sur un plan plus terre à terre, la reconstruction c'est aussi regarder vers l'avenir de Centfall Interactive. Que va-t-il se passer après un tel coup d'éclat ? Ils ont annoncé que le jeu aurait peut-être une suite ou au moins qu'ils travailleraient sur un nouveau projet. J'espère sincèrement qu'ils réussiront à garder intacte leur flamme créative. Ils ont mis la barre très haute pour un premier jeu. La communauté qu'ils ont fédérée est énorme et passionnée. Il y a déjà des fanarts, des théories, des reddits, des cosplays. C'est fou de voir l'engouement en si peu de temps. La presse spécialisée parle de Clair Obscur comme d'un nouveau jalon du RPG narratif. Certains le comparent déjà au meilleur Final Fantasy ou Persona. La bande son a cartonné jusqu'au chart de la musique classique, c'est dire.
Bref, Sandfall a désormais un nom, une aura, à eux de construire dessus sans se trahir. J'ai envie d'y croire. Quand j'ai fini le jeu en larmes, j'ai pris quelques minutes hors caméra, puis je suis revenu vers mes viewers et la première chose, c'est la reconnaissance. Merci aux viewers, merci à Sandfall, merci à ces développeurs d'avoir créé cette œuvre qui m'a énormément touché. Honnêtement, Expedition 33 m'a redonné des fois en la capacité du jeu vidéo à produire du sens et de l'émotion profonde. Je joue depuis des décennies et rares sont ceux qui m'ont mis dans un tel état. Je pense que je peux compter sur les doigts d'une ou deux mains. Et pour des expériences comme ça que je suis un gamer. C'est pour vivre des histoires qui te marquent au fer rouge et te laissent quelque chose qui t'apprend des choses sur toi-même, sur la vie, sur la mort. Et c'est pour ça que je pense que le jeu vidéo est un art à part entière. Ces derniers temps, j'avais plus vraiment joué avec autant d'ardeur. La vie, le travail, la routine m'avaient un peu éloigné du game. Clair Obscur m'a fait replonger dedans la tête la première et je ne regrette pas du tout. Si quelque chose de si fort peut exister, alors oui, le jeu vidéo, c'est Chukar. C'est l'énigme, c'est extraordinaire. Sandfall a montré qu'en racontant une histoire sincère et passionnée, on pouvait des gens en plein cœur. Ils ont filé une leçon à toute l'industrie et j'espère que les gros éditeurs en prendront de la graine. Arrêtez de nous prendre pour des putes avec vos open world vides et vos microtransactions de merde. Faites-nous vibrer, bon sang. Faites-nous vibrer. Le petit studio français l'a fait, alors pourquoi pas vous? Pour conclure, et pardonnez-moi du ton décousu de ce script, j'ai vraiment parlé avec mes tripes et je veux simplement rendre hommage à Clair Obscur Expedition 33. Ce jeu est une œuvre d'art interactive, un voyage émotionnel intense que je n'oublierai jamais. Il m'a fait passer par le choc, le déni, la colère, la tristesse, le désespoir, puis m'a amené vers l'acceptation et finalement une sorte de reconstruction intérieure. Il m'a rappelé des souvenirs personnels, il m'a fait réfléchir sur mes propres pertes et mes propres amitiés. Il m'a et me fait pleurer encore toutes les larmes de mon corps et paradoxalement ça fait du bien. Merci aux gens qui sont là pour moi, merci de me soutenir, merci Sandfall pour cette aventure unique, merci d'avoir cru en vos rêves et de les avoir partagés avec nous, merci d'avoir accompli quelque chose de rare et précieux. À vous qui m'avez écouté jusque-là, merci également. J'espère avoir réussi à transmettre un peu de cette passion et de cette émotion brute que j'ai ressentie. Si vous avez joué au jeu, vous comprenez sans doute ce que j'essaye de décrire. Si vous ne l'avez pas fait, malgré mon avertissement initial, tant pis pour vous. Mais j'espère quand même que ça vous donnera envie de vivre l'expérience par vous-même pour saisir toute la profondeur et la splendeur de ce dont j'ai parlé. Au final, Clair Obscur m'a brisé le cœur, puis m'a aidé à le reconstruire différemment. Comme après toute épreuve douloureuse, on n'est plus sur la même personne, mais on peut se sentir plus fort, plus riche de ce qu'on a vécu. Clair Obscur, le Clair Obscur, l'ombre et la lumière. C'est exactement ça, la vie et la mort, le deuil et la guérison. Et sur ces mots, je vais vous laisser, je vais rallumer les lumières de chez moi, sécher mes dernières larmes et appeler quelques personnes pour dire « je t'aime ». Profitez de la vie et des gens que vous aimez tant qu'ils sont là et chérir les souvenirs de ceux qui sont partis. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, ce qui est créé avec le cœur trouvera toujours le chemin d'un autre cœur. À bientôt. And the game of the year is mon ami Clair Obscur Expedition 33.